Merci. Oui, donc, comme cela vous a été dit par Anne, cette présentation va s'articuler sur le phénomène de l'archéologie préventive en France et plus précisément sur les modèles juridiques et économiques de l'archéologie préventive en France. Ça peut paraître comme ça assez rébarbatif, certes. Alors je ne vais pas vous montrer des photos de bifaces, des photos de sites archéologiques, etc., etc. Ça, il y a d'autres cours, d'autres conférences pour le faire. Je vais essayer de vous montrer comment travaillent les archéologues du préventif en France, dans quel cadre, pour quel objectif, dans quelles conditions, etc., etc. Parce que je pense que dans le cadre de ce séminaire-ci, pour la Belgique, et j'en suis un exemple parmi d'autres, on est entre 120 et 150 Belges à travailler en France en archéologie. Pour la Belgique, la France peut être un réceptacle d'emploi. Je ne viens pas faire du recrutement, je vous rassure tout de suite, ça c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Mais ne fût-ce que la communauté de la langue, ça peut aussi aider à trouver des jobs en France. Et pas des jobs complètement inintéressants. J'ai un parcours qui n'est pas totalement inintéressant dans ce pays-là, et ça peut toujours être utile. Je suis effectivement belge, comme ça a été dit, liégeois plus particulièrement, c'est tout différent. Et c'est à ce titre de belge liégeois que je suis parti de Belgique en 89 pour un petit contrat en France et je ne suis pas encore rentré. C'est pour vous dire que ça peut parfois aussi fonctionner. Donc, cette intervention, je vais la faire en 5 points. Un point sur le cadre réglementaire de l'archéologie préventive. Ça, c'est du réglementaire, c'est du droit, c'est emmerdant, mais il faut le connaître. Ça fait aussi partie du métier. Un point sur les opérateurs, c'est-à-dire qui sont les acteurs de l'archéologie française. Un point sur un historique. Cette situation, elle vient de quelque part. Comment en sommes-nous arrivés à cette situation? Si on ne fait pas cet historique, on ne peut pas comprendre le point 4 qui est la situation actuelle, les points positifs, les points négatifs. Comme dans tout système, il y a des points positifs, des points négatifs. On va essayer de les lister sans faire de parti pris sur le sujet. Et enfin, quelques propositions qui peuvent éventuellement être faites pour l'archéologie préventive française de demain et voir, dans le cadre de débat, comment cette archéologie de demain peut se construire, veut se construire. On commence par le réglementaire. Je l'ai mis en début, c'est la partie la plus enquiquinante, donc je vais vous assommer tout de suite. Puis on n'en parlera plus. L'archéologie préventive française est une archéologie qui est issue d'une convention européenne, que vous connaissez certainement, qui est la convention de La Valette ou la convention de Malte. Ça dépend des pays, elle s'appelle d'une manière ou d'une autre. Cette convention a été publiée en 1992. Des fois, je pourrais dire 92, des fois 92, c'est parce que ça se mélange dans mon cerveau, donc vous ne formalisez pas. Et la France l'a ratifiée en 95. La Belgique a signé la convention en 2002 et l'a ratifiée en 2010. C'est un peu différent. Cette convention de Malte, donc là vous avez tous les pays européens qui ont signé et ou ratifié la convention de Malte, et quasiment tous les pays européens maintenant ont ratifié cette convention. La France, c'est la petite flèche rouge qui se trouve là. Cette convention européenne, cette convention de Malte, est intéressante à plus d'un titre. Pour ce qui est de l'archéologie, et plus spécifiquement de l'archéologie préventive, même si la Convention de Malte n'utilise pas les termes ni préventif ni sauvetage, comme on le disait à un certain temps, elle pose quand même un certain nombre de principes. Le premier principe, c'est que l'archéologie préventive, l'archéologie de sauvetage, l'archéologie de sauvetage des données avant destruction par des travaux publics, est une activité à caractère scientifique. C'est le premier principe de base de la Convention de Malte. Le deuxième principe de base important pour nous de la Convention de Malte, c'est qu'il appartient aux États, à chaque État qui signe et qui ratifie la Convention, de trouver en interne les moyens de financer cette protection du patrimoine. Cette Convention de Malte est donc intéressante et plusieurs États se sont basés de manière quasi verbatim sur cette Convention de Malte pour établir leur propre législation. Et c'est le cas de la France,
qui a considéré dans sa loi sur l'archéologie préventive, qui est une loi de 2001, donc 6 ans après la ratification, que les 2 items majeurs de la loi sur l'archéologie préventive, de ce qui fonde l'archéologie préventive, c'est ça. C'est le développement de l'aménagement du territoire et la sauvegarde du patrimoine. L'un ne devant pas empêcher l'autre et vice-versa. Donc la loi pose le principe d'une conciliation entre les 2 éléments qui sont le développement économique et la sauvegarde patrimoniale. Dans les faits, ça se traduit par un peu moins, enfin disons autour de 8% des aménagements qui font l'objet d'un diagnostic archéologique, donc d'une intervention archéologique. Donc sur 100 permis de construire, permis de bâtir, il y en a 8 qui font l'objet d'une étude archéologique. Ce qui n'est pas énorme. Mais il faut savoir que les 100 permis de construire en question, ça peut aller de la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, vous avez certainement entendu parler de ce modeste aéroport, qui pose quelques soucis politiques à ce grand pays, jusqu'à l'extension de 20 mètres carrés de votre garage. Vu que la tranche inférieure pour un permis de construire en France, c'est 20 mètres carrés. Donc dans les 100, il y en a peut-être 10 qui sont intéressants en termes de surface, et 90 qui présentent aucun intérêt parce que c'est quelques mètres carrés par-ci par-là. Donc ce chiffre de 8%, il est à relativiser. C'est un chiffre politique. C'est ce qu'on dit aux élus quand ils nous chipotent sur l'archéologie. On leur dit, attendez, il n'y a que 8% des permis qui font objet de, etc., etc. Et comme ils ne vont pas voir plus loin, ça passe. Par la suite, dans ces 8%, il y en a environ 1/5, environ 20% de ces diagnostics archéologiques qui sont suivis par une fouille archéologique. C'est-à-dire qu'il y a un diagnostic sur 5 qui livre des éléments du patrimoine suffisamment importants en termes patrimonial ou intéressants en termes scientifiques, l'un n'est pas exactement pareil à l'autre, que pour justifier une fouille archéologique derrière. Ce sont 2 chiffres clés qu'il faut retenir. Donc là, je vous ai mis un tracé d'une autoroute pour voir ce que c'est. La législation française a également cette particularité qu'elle bouge beaucoup. L'archéologie française, il y a une espèce de psychodrame national sur l'archéologie française, ça bouge tout le temps. Bon. Donc il y a cette loi de 2001 qui crée l'INRAP, qui pose les bases de l'archéologie préventive, qui dit ce que c'est, et qui crée l'INRAP. Derrière, il y a un paquet de décrets, d'arrêtés, de circulaires, etc., dont je vous fais grâce. Tout ça est réuni dans un truc qui s'appelle le Code du patrimoine, qui fait 200 pages, et qui pose le cadre de l'archéologie préventive française. Donc, la loi de 2001 crée l'INRAP, et instaure un monopole totalement public de l'archéologie préventive française. En 2003, changement de majorité politique, paf, un autre gouvernement arrive, hop, on ouvre à la concurrence privée les fouilles archéologiques. Ce sont des changements de majorité politique et donc des changements d'idéologie qui amènent à cela. L'archéologie, c'est de la politique. Que ce soit maintenant, que ce soit pendant la guerre 14 où les Allemands avaient un service de fouilles dans le nord de la France, que ce soit la Waffen-SS qui crée un service de fouilles, etc., etc. Il y en a d'autres. L'archéologie, c'est de la politique. Napoléon III qui privilégie Bibracte pour mettre à l'honneur les Romains. La Troisième République en France qui met à l'honneur les Gaulois, qui sont des résistants à l'envahisseur, pour préparer la guerre 14, etc. On est dans la politique. Mais restons sur nos sujets à nous. Loi de 2003, ouverture à la concurrence privée. Et tout ça est donc organisé dans ce fameux Code du patrimoine. Derrière cette loi de 2001 et 2003, qui sont des lois relativement courtes, faciles à lire, assez courtes, ce sont les règles qui sont derrière, qui sont, elles, prises dans des décrets, des arrêtés, des circulaires, etc. Et c'est ça, en fait, qui fait la vie de tous les jours. Mais bon, voici où on en est. Voici la loi fondatrice. Le Code du patrimoine, ça c'est la loi de 2001, cette partie-là n'a pas été modifiée par la loi de 2003, qui ne fait qu'ouvrir à la concurrence privée. Le Code du patrimoine définit l'archéologie préventive française comme ceci. Je vous laisse lire le texte qui est là, c'est un des articles du Code du patrimoine. Il y a quelques points intéressants là-dedans. Affecté ou susceptible d'être affecté par les travaux, ça tombe sous le sens. L'archéologie préventive est partie intégrante de l'archéologie. Ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important. L'archéologie préventive, c'est de l'archéologie. Ce n'est pas une activité technique annexe, non, c'est de l'archéologie. Et donc, cette archéologie préventive est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Ça pose l'archéologie préventive dans le champ de la recherche. Et c'est fondamental.
C'est à partir de cela que l'INRAP se retrouve avec deux tutelles, la tutelle ministère de la Culture et ministère de la Recherche. Parce que l'archéologie préventive est reconnue par le législateur comme une activité scientifique. Et pas uniquement de défense du patrimoine. Et enfin, l'archéologie préventive a pour objet la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine. Alors, la détection, oui, bien sûr. De toute façon, si on ne détecte pas, par définition, on ne fouille pas. Ce qui est important, c'est conservation. Le but de l'archéologie préventive française, c'est d'abord essayer de trouver tous les moyens de préserver le site in situ, de ne pas le détruire. Mais ça ne marche jamais. Il y a sur 500 fouilles par an en France, il y en a une ou deux où en fait on ne fouille pas parce qu'on arrive à préserver le site. Mais c'est extrêmement rare parce que les conditions techniques sont très complexes à mettre en œuvre. Et il faut des éléments patrimoniaux exceptionnels que pour le justifier. Donc, l'archéologie préventive française se base sur ça, la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine. On sauvegarde par l'étude. La fouille est une destruction, mais une destruction raisonnée. À l'inverse de la destruction par les engins, qui est une destruction non raisonnée. L'archéologue détruit le site, mais en le détruisant, il l'enregistre. Et donc, il le sauve par l'étude. Ça, c'est de l'archéologie, je ne vais pas insister là-dessus, vous savez déjà tout ça. Mais c'est important que ça figure dans la loi. Quels sont les acteurs de l'archéologie préventive française? Il y en a trois, les aménageurs, les prescripteurs, les opérateurs. Il y en a deux autres derrière, dont je ne vais pas parler ici, peut-être une autre fois, ou dans un papier que j'ai écrit, vous lirez ça. Les deux autres, c'est les archéologues, évidemment, et les citoyens. Mais dans un cadre strictement réglementaire, juridique, il n'y en a que trois. Aménageur, prescripteur, opérateur. L'aménageur, il fait quoi? L'aménageur, c'est le maître d'ouvrage d'un aménagement. C'est important, cette notion de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre. Et l'aménageur finance les opérations archéologiques, indirectement ou directement. On va y arriver. Le prescripteur, c'est qui? Le prescripteur, c'est l'État. En France, c'est l'État qui décide de l'opportunité ou non d'une action archéologique, d'une opération archéologique. Et ces services de l'État, décentralisés en région, prescrivent les opérations archéologiques, c'est-à-dire qu'ils disent « vous nous ferez une fouille là-bas ou un diagnostic ici, et vous le ferez dans telles conditions, avec tel type de personnel, avec tel type de rapport final qu'on souhaite, etc. etc., etc. » C'est un cahier des charges scientifiques. Et l'État, les services de l'État contrôlent les opérations. Ils les contrôlent pendant la durée des opérations. Donc il y a des inspecteurs de l'État qui peuvent passer sur les chantiers de fouilles pour voir si tout fonctionne bien. Mais ils contrôlent également le résultat final, qui est en archéologie le rapport de fouille ou la publication. Ça, c'est contrôlé par les services de l'État. Et enfin, les opérateurs, ce sont ceux qui réalisent les opérations archéologiques. Les opérateurs, par rapport au cahier des charges scientifiques, définissent les moyens à mettre en œuvre, définissent la stratégie pour répondre aux objectifs scientifiques du cahier des charges de l'État. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Donc, c'est un système triangulaire entre les aménageurs, les services de l'État et les opérateurs. Les grandes étapes. En général, c'est là que je pense que vous allez décrocher complètement. L'aménageur a un projet d'établissement. L'État s'en saisit et établit une prescription de diagnostic en tant que de besoin. Le service public de l'archéologie française réalise le diagnostic. Si le diagnostic s'avère positif, l'État prescrit une opération de fouille. Un opérateur proposé, pas choisi, proposé par l'aménageur à l'État, réalise la fouille. Si l'État considère que l'opérateur en question a toutes les capacités pour réaliser correctement cette opération de fouille. C'est là peut-être qu'il y a peut-être une petite différence avec ce qui peut se passer en Flandre ou sur la région bruxelloise, ou dans des pays européens autres. L'aménageur, par la suite, procède aux travaux d'aménagement si l'État lève l'hypothèque archéologique. Mais l'État peut très bien dire à la fin de la fouille, nous considérons que la fouille n'est pas terminée, vous continuez. Ce qui est intéressant à noter, au-delà du réglementaire qui ne concerne que la France et pas la Belgique, donc que vous devez revoir avec un peu de recul, c'est la toute-puissance de l'État derrière ce système.
qui est une tradition jacobine très française, que d'autres pays européens ne connaissent pas forcément. Les diagnostics archéologiques. L'objectif des diagnostics archéologiques, c'est de s'assurer de la présence ou non d'un site archéologique sur la zone où se dérouleront les travaux à venir. Et en cas de découverte d'un site, l'objectif du diagnostic, en fait il y a 4 objectifs au diagnostic, c'est caractériser le site, dater le site, en préciser la superficie et la profondeur, la stratigraphie, et établir son intérêt scientifique par rapport à son environnement, local, régional, voire national. Ce sont les 4 objectifs d'un diagnostic archéologique. Pourquoi ces 4 objectifs-là? Parce qu'à partir de là, les services de l'État peuvent déterminer l'intérêt ou non de procéder à une fouille par la suite, et surtout peuvent établir le cahier des charges scientifiques. On ne peut pas établir un cahier des charges scientifiques sur un site paléolithique, par exemple, si on n'en connaît pas la profondeur. Pas possible. On ne peut pas établir un cahier des charges scientifiques sur un site gallo-romain ou sur une ferme de l'Athènes finale si on ne connaît pas son environnement. Est-ce que c'est une ferme lambda comme on en a 200 ou est-ce qu'il y a des éléments particuliers d'un point de vue scientifique qui justifient pleinement une fouille extensive sur 6 000 m², etc., etc., etc. Ça, c'est pour le diagnostic. Les délais sont très encadrés par la loi. La France est un pays qui adore la législation et donc forcément, on s'est senti obligé d'encadrer très, très, très fortement tous les délais. Donc il y a tout un système administratif de gestion des conventions, etc., 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 qui se fait derrière. Je ne vais pas vous les décrire parce que le délai, c'est un jeu à 3, entre le service régional de l'archéologie, c'est-à-dire les services de l'État, il y en a un par région, les services de l'État qui établissent les prescriptions et qui font le contrôle scientifique, entre l'aménageur et l'opérateur public agréé. Donc je ne vais pas vous embêter à vous faire le descriptif de tout ça, c'est juste pour savoir que la loi, très clairement, établit une série de délais. Et si un des 3 partenaires rate un des délais, ça peut faire capoter complètement l'opération et il recommence à 0. C'est au qui perd gagne, tout ça. Mais en général, ça se tient plus ou moins bien. Ce sont des sécurités pour les aménageurs, ça. Lors des discussions parlementaires, ça a été un gage donné aux aménageurs que le respect de ces délais n'empiéterait pas trop sur la rapidité de la construction future de leurs travaux d'aménagement. Et c'est pour ça que ça a été fait comme ça. C'est un sujet de discussion à l'infini. Ça a encore changé en juillet dernier. Il y a eu une petite modification ici, ça a encore changé. Et ce sont des choses que les commissions de simplification remettent sur la table systématiquement pour complexifier. Mais ça, c'est comme ça. Voici le circuit administratif. Alors, devant ce système patatoïde, exactement, oui, c'est ce qu'on se dit tous les jours. Mais enfin, c'est la France, donc la France a inventé l'administration, il faut quand même s'en rappeler, donc on adore ça. Même si parfois les bras en tombent un peu, tout ça c'est le circuit administratif, la prescription par l'État, la désignation d'un opérateur public. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a 2 types d'opérateurs publics en France. Il y a l'INRAP d'un côté, qui est la grosse machine, qui couvre tout le territoire, qui couvre les territoires d'outre-mer, qui couvre la Réunion, la Guadeloupe, c'est jamais inintéressant d'aller faire un diagnostic en Guadeloupe, qui couvre pas la Nouvelle-Calédonie ni la Polynésie française, qui a des statuts administratifs différents, malheureusement. J'aurais bien été faire un diag à Tahiti pour voir. Mais bon. Mais à côté de ça, il y a aussi les collectivités territoriales. La loi française permet à chaque collectivité territoriale une clause de compétence générale. C'est-à-dire que je suis élu local, je peux m'intéresser à tout. C'est la loi. Et certains ont créé des services archéologiques. Il y en a environ 60 en France. Certains à l'échelle d'un département, certains à l'échelle d'une commune. Il y a des services qui comptent 30 personnes, et il y en a un qui compte 2 personnes. Mais c'est un peu le fait du prince, si vous voulez. C'est un système très très français, où un élu local a envie d'un service archéologique, paf, je crée un service archéologique. Et puis je le supprime 2 jours après parce que ça m'ennuie, etc., etc., etc. C'est le système comme ça. Donc c'est pour ça que vous avez un opérateur public qui n'est pas forcément l'INRAP. En revanche, l'INRAP a obligation de faire. Un service territorial peut ou non faire un diagnostic sur sa commune ou sur son département, mais il n'est pas obligé. Mais s'il n'a pas envie de le faire, l'INRAP, en tant qu'opérateur national, public national, lui est obligé de le faire. C'est le système voiture-balai. L'INRAP doit tout faire.
que ce soit pour le diagnostic, mais aussi pour les fouilles. S'il y a des gens qui ne veulent pas faire les fouilles, une boîte privée n'a pas envie, un service territorial n'a pas envie, l'INRAP est obligé de faire la fouille. C'est l'opérateur national, donc il n'a pas le choix. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. L'État désigne un opérateur. En général, c'est l'INRAP. Un service de collectivité territoriale peut le faire. Ils font 10 à 15% de diagnostic, pas plus. Il y a un projet scientifique qui est élaboré, qui est envoyé par l'État, qui est envoyé à l'État, pardon, et qui est validé par l'État. Donc même au stade du diagnostic, l'État valide le projet scientifique que l'opérateur fait pour le diagnostic. Après, il y a les conventions, on désigne le responsable scientifique de l'opération, on va sur le terrain, on fait le diagnostic, on a des procès-verbaux de fin de chantier pour permettre à l'opération initiale de se clôturer juridiquement à certains moments. Ça, mesure de sécurité. Le diagnostic s'arrête le vendredi. Le samedi, il y a un gamin qui fait du vélo sur le terrain, il se casse la gueule dans une tranchée. Procès verbal. Aménageur, pas opérateur. C'est que du juridique. Le rapport diagnostique est établi et ensuite la prescription de fouille ou la demande de modification du projet. Demande de modification du projet, c'est l'État qui dit à l'aménageur, votre bâtiment, vous voulez faire, j'en sais rien, 3 sous-sols de parking, ah ben, manque de peau, au 3e sous-sol, il y a une crypte, etc., etc. Faites donc que 2 sous-sols. Et ça peut fonctionner comme ça. Après, ça vient heurter des règles d'urbanisme, etc. C'est encore autre chose, mais ça peut être ça. Donc ça, c'est les diagnostics. Les fouilles, les grandes étapes de fouilles, c'est aussi très administratif, très réglé. Bon, c'est assez logique, c'est un jeu à 3 encore, entre l'opérateur, l'aménageur et l'État. Il y a 2 choses qu'il faut retenir. La première, c'est que la notion de délai n'existe plus. Parce que là, on est dans le champ du contractuel. C'est un contrat qui est signé entre un opérateur en archéologie préventive et un aménageur. Qu'il soit public ou privé, peu importe. On est dans le domaine du contractuel. Et la loi française n'encadre pas les contrats de droit privé. Ce n'est pas possible. Donc là, il n'y a pas de délai qui joue. Pas de délai qui compte. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que c'est l'aménageur qui sollicite des opérateurs en archéologie, qui en sélectionne un, et c'est ce projet qu'il a sélectionné qu'il présente au service de l'État, lesquels services de l'État disent on valide pas. Et là, c'est un des problèmes de l'archéologie préventive française, c'est que dans la plupart des cas, l'aménageur choisit le projet le moins cher, et dans quelques cas, le projet le plus rapide. Ça dépend quelles sont ses contraintes. Et là, il y a un nœud problématique de l'archéologie préventive française, c'est le fait que les prix sont tirés vers le bas. Il y a une guerre des tarifs, une guerre des prix en archéologie préventive. C'est un gros problème. Même si l'État a un rôle fort de contrôle scientifique. Pourquoi ce problème ? Parce que l'archéologie préventive a cette particularité économique mondiale. C'est le seul secteur, à ma connaissance, où quelqu'un achète un produit dont il ne veut pas. Parce qu'un aménageur n'a pas envie d'archéologie. Pour lui, c'est de l'argent, du temps et des emmerdes. Après, c'est presque caricatural. Il y en a bien un ou deux dans la bande que ça intéresse. C'est vrai. Mais majoritairement, comme disait je ne sais plus qui dans je ne sais plus quel film célèbre, il y a aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité du genre. Oui, il y a des aménageurs qui s'intéressent à l'archéologie, mais globalement, c'est pour eux une contrainte. Donc, ils ont tendance à prendre le moins cher et ou le plus rapide. Et c'est là que les problèmes commencent en général. Ça, c'est universel, si j'ose dire, en archéologie préventive, libéralisée. Gros souci. On aura l'occasion d'en reparler par la suite. C'est les 2 choses qu'il faut retenir, je pense, sur ce sujet-là. Alors, le financement, vu qu'on parle pognon, ça tombe bien, c'est réfléchi. Le financement, comment ça marche ? Il y a 2 sources de financement pour l'archéologie préventive française. La première source de financement, c'est ce qu'on appelle la redevance d'archéologie préventive, dite la RAP. Vous savez qu'en France, on adore les acronymes, les abréviations, on ne fonctionne que comme ça. La RAP. La RAP, c'est une taxe qui est perçue sur tous les travaux d'aménagement du territoire. Tous, sans exception. Si vous faites des travaux à caractère surfacique qui dépendent du code de l'urbanisme, c'est-à-dire une usine, une maison, etc., c'est 53 centimes le mètre carré. La seule exemption, c'est si vous construisez pour vous. Là, c'est un forfait.
Vous construisez votre maison, forfait 300 €. Archéologie. Tous les autres travaux, vous construisez l'usine Cochonou, voilà, ben, vous êtes propriétaire de l'usine Cochonou, félicitations. L'usine fait 1000 m², vous multipliez par 0,53 et vous payez cette taxe à l'État. La taxe, elle est due qu'il y ait ou non des travaux archéologiques. Hein. Ce n'est pas une prestation, c'est une taxe. Vous payez une taxe pour la télévision, vous ne la regardez pas pendant un mois, vous payez quand même. L'archéologie, c'est pareil. Cette taxe, elle sert à payer les diagnostics, à financer les diagnostics et à financer la recherche. C'est une taxe annuelle? C'est une taxe sur chaque travaux. Au moment où on fait les travaux. Quand on dépose le permis de construire, vous recevez un très beau courrier en échange où on vous dit taxe sur l'eau, taxe sur les grenouilles, taxe sur l'archéologie, taxe sur ceci, paf, bingo, merci. Ça, vous n'y couperez pas. Et donc cette taxe, elle finance en direct les diagnostics, la recherche. La recherche à l'INRAP, elle est financée par ça. Et il n'y a que l'INRAP qui touche de l'argent pour faire cette recherche. Et elle finance un machin qui s'appelle le FNAP, Fonds national d'archéologie préventive, qui reprend un tiers de la taxe pour financer les aménageurs qui n'ont pas d'argent. Alors, les aménageurs qui n'ont pas d'argent, il n'y en a que 2 en France, de par la loi. C'est le gars qui construit sa maison. Vous construisez votre pavillon, vous allez payer la taxe en diagnostic, même s'il n'y a pas de diagnostic. Mais vous construisez votre pavillon sur la tombe de Jules César. Voilà, hein. Pas de chance. Grosse fouille. Beaucoup d'argent. Petit particulier, pas d'argent. C'est l'État qui prend en charge, par le biais de ce fonds-là. Vous serez emmerdé en ayant des archéologues chez vous pendant 6 mois, mais ça ne vous coûtera pas 1 €. Le deuxième aménageur qui est subventionné par ce fonds-là, c'est tous les aménageurs sociaux. Les aménageurs sociaux, c'est les logements HLM, etc., etc., etc. Pour favoriser le logement social, eux, ils sont exemptés du prix de l'archéologie. C'est l'État qui finance l'archéologie s'ils font des travaux sur des sites archéologiques. C'est les 2 seuls cas. Après, des aménageurs, dits impécunieux, peuvent solliciter une subvention. Ça arrive parfois. BMW a eu une subvention. Il n'est pas impécunieux, mais il a du lobby. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est le service public de l'archéologie. Après, vous avez la facturation des fouilles. Donc là, on est sur la phase suivante. Les fouilles, là, c'est au cas par cas, et chaque aménageur paye sa fouille. C'est le système de financement de l'archéologie. C'est très différent de la Wallonie, par exemple. Là, c'est complètement public. Ici, à Bruxelles, je crois que c'est l'aménageur qui paye, au moins en partie, les fouilles. Non? C'est le public qui paye les fouilles? Très bien, très bien. Systématiquement. Même si c'est un aménagement privé. Beau paradis libéral. Parfait. Les opérateurs. Oui, mais ça signifie que vous n'avez pas de croissance possible de l'archéologie en dehors des financements publics. Et que pour tuer le système, il n'y a qu'à couper les financements. Ouais, ok. Non, j'essaye de... Bon, je continue. Les opérateurs. Les opérateurs, donc, ce sont les gens qui font l'archéologie, les sociétés, les instituts de recherche, les boîtes qui font l'archéologie, etc. Donc là-dedans, vous n'allez pas avoir ni CNRS ni université, parce qu'en France, il y avait une seule université qui s'était lancée en archéologie préventive, puis ils ont laissé tomber. Le CNRS n'en fait pas non plus. Nous, on travaille avec le CNRS, mais eux, en tant que tels, ils ne font pas d'archéologie préventive. Alors, comment ça fonctionne? L'INRAP. Je parle d'abord de l'INRAP, parce que c'est celui que je connais le mieux, évidemment. Et puis, c'est le plus gros opérateur d'archéologie préventive française, et peut-être même, je pense, au monde. Il y a plus d'archéologues au Japon qu'en France. Ils sont 7000 au Japon, nous, on est 3000. Mais ils sont tous dans des petites structures, alors que l'INRAP est la seule structure qui fasse un nombre aussi important d'archéologues, vu qu'on est d'une année à l'autre entre 2000 et 2200 personnes, quand même, ce qui est quand même pas rien, quoi. L'INRAP a 3 missions qui sont définies par la loi. Réaliser les opérations d'archéologie, forcément, hein, c'est quand même la base. Exploiter les données, exploitation scientifique des données. Et pas uniquement des données d'archéologie préventive. On a à l'INRAP un secteur fouilles programmées, on fait une 50aine de fouilles programmées tous les ans en France et une 30aine à l'étranger. Et enfin, enseignement, diffusion culturelle et valorisation, c'est-à-dire enseignement dans les facs, c'est ce que je fais ici en fait. Diffusion culturelle, c'est tout ce qui est exposition, bouquins, publications, valorisation, etc., etc., etc. Ça, c'est
le rendu que le législateur nous demande de faire vis-à-vis de la communauté citoyenne. Et ce qui est logique, on est un service public, donc il est normal qu'on ait un rendu vers les citoyens. Alors, rapidement, la France est divisée en 8 morceaux, qui sont chacun le siège d'une direction interrégionale. La superficie ne donne pas une idée de l'activité archéologique. Ça n'a strictement rien à voir. Par exemple, cette gigantesque région-là, il y a moins d'activité que dans cette modeste région-ci. Donc, la taille de la région n'est pas forcément corrélée à l'activité archéologique. Parce que l'activité archéologique préventive est, elle, corrélée à l'activité économique et à la densité de population. Là, entre les Pyrénées et tous les vignobles, il ne se passe pas grand-chose en termes d'activité économique qui touche à l'aménagement du territoire, qui touche au sol. En revanche, dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, en Rhône-Alpes-Auvergne et surtout autour de Lyon et dans le bassin Île-de-France, là, oui, il y a beaucoup d'activités économiques et surtout sur cette région nord, Nord-Picardie et Lorraine-Alsace, où cette activité économique mange du territoire, détruit de la superficie. Et c'est là donc qu'il y a forcément de l'archéologie préventive. Alors oui, on travaille aussi dans les départements et régions d'outre-mer. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Sauf les territoires d'outre-mer qui ont des statuts particuliers, comme la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, Wallis et Futuna, etc., qui sont des territoires à part sur lesquels il n'y a pas de loi sur l'archéologie. Les opérateurs en archéologie préventive, depuis 2003, c'est-à-dire depuis l'époque où la loi a reconnu la possibilité pour des sociétés privées ou des services de collectivités territoriales de s'insérer dans le marché de l'archéologie préventive. Vous voyez qu'il y a eu une forte croissance des opérateurs qui a culminé à 92 opérateurs en 2012. Et depuis, ça diminue, on est maintenant à 79 en 2015. Ça, c'est les opérateurs privés. Ça a culminé en 2012 à 21. Maintenant, ils sont 15. Il y a eu 6 faillites. Parce qu'une société privée, ça peut faire faillite aussi. On va en reparler, parce que ça, en archéologie, quand une société fait faillite, ça pose des gros problèmes sur la sauvegarde des données. Et il y a 64 collectivités territoriales qui ont un service archéologique. Il y en a des grosses, il y en a des petites. La plus petite, c'est 2 personnes. C'est la communauté de communes du bassin de Thau. Le bassin de Thau, c'est au nord de Marseille. C'est une petite région. Et ils ont 2 archéologues. Et puis il y en a des grosses, comme il y a le service de Chartres, la ville de Chartres, ils sont une trentaine. Et le service de Douai, enfin de l'agglomération de Douaisis, ils ont été jusqu'à 90 personnes dans ce service-là. Mais récemment, ils en ont licencié 65. Et ils ne sont plus maintenant que 25. Il y a eu un changement de majorité politique et une reconfiguration de l'intérêt de l'archéologie dans le cadre du développement économique du territoire. Et ils n'ont pas fait de sentiment sur le sujet. Donc ce qu'il faut voir, c'est que jusqu'en 2012, une croissance, et à partir de 2012, une décroissance. La crise de 2008 s'est fait sentir en archéologie ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un amortisseur réglementaire. J'ai parlé des délais tout à l'heure. Le temps de lancer le projet, que le projet passe toutes les étapes juridiques, dont l'archéologie préventive, pour lancer un projet en France, les députés s'en plaignent assez souvent, il faut plusieurs années. Et donc le choc de 2008, il s'est retrouvé ici. Il s'est retrouvé après 2012. C'est de l'économie, c'est comme ça. Les diagnostics. Là, on est stable. Même si, j'ai arrêté mes stats en 2011, l'État ne sort plus de stats sur l'archéologie pour le moment parce que ça embête les parlementaires, donc ils noient un peu le poisson, là, il faut dire les choses comme elles sont. En bleu, c'est la part de l'INRAP et en rouge, c'est la part des 65 services de collectivité territoriale. Donc vous voyez qu'il y a quand même un déséquilibre. L'INRAP fait, enfin les collectivités territoriales font entre 12 et 15% selon les années des diagnostics archéologiques, guère plus. Pour le moment, on sent une décroissance dans tout ça chez les collectivités territoriales, parce qu'avec la baisse des dotations aux services archéologiques, enfin aux services au sens large des collectivités territoriales, c'est toujours la culture qui prend la première dans ces cas-là, que ce soit le théâtre, le spectacle vivant, la musique ou l'archéologie. Donc les collectivités territoriales réduisent leur voilure. Mon copain qui s'occupe du parc archéologique Samarin, à côté d'Amiens, vient d'avoir son budget 50% en moins. La voilure se réduit, donc forcément, les services archéologiques de collectivité ne sont pas considérés comme étant primordiaux dans la collectivité et ils ferment ou ils se réduisent les uns après les autres.
Ces services ont été montés dans les années 2003-2007 parce qu'il y avait un problème de délai. C'est-à-dire que l'INRAP était engorgé et ne pouvait pas répondre à la demande. Et donc, les élus ont créé des services pour parer au plus pressé. Et maintenant, on est sur une phase de décroissance à ce niveau-là. Les fouilles. Là, en revanche, on voit les fouilles, les privés, les opérateurs privés peuvent faire des fouilles. Et on voit la montée des opérateurs privés, c'est la ligne jaune, là, qui réalisent environ maintenant 160, 170 fouilles par an. L'INRAP en fait 245, 250, et les collectivités territoriales un peu moins de 100. Les collectivités territoriales, là aussi c'est pareil, ça s'arrête en 2013, ça commence à diminuer aussi. Les privés, la situation est extrêmement complexe et extrêmement difficile à étudier parce qu'il y a eu beaucoup de faillites. 6 faillites sur 21, ça fait quand même beaucoup en termes macroéconomiques. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité, à part les panneaux solaires en France, où il y a eu autant de faillites sur aussi peu de temps. Et faillite et donc reconcentration. Donc il commence à y avoir des gros opérateurs privés. Mais les gros opérateurs privés en France, c'est quelques personnes à contrat à durée indéterminée et des bataillons de contrats à durée déterminée derrière. C'est comme ça que ça fonctionne pour le moment. Globalement, à terme, l'INRAP devrait faire environ 50% des opérations de fouille, les privés 35 à 40% et les services de collectivité territoriale 10 à 15%. Ça se configure plus ou moins comme ça. Bon, un petit peu d'archéologie après vous avoir assommé avec tout ça. En archéologie préventive française, voilà comment les périodes sont globalement représentées. Ça, c'était le bilan en 2014. Je n'ai pas 2015, c'est encore un peu trop tôt dans l'année pour avoir 2015. Mais globalement, d'une année à l'autre, c'est plus ou moins ça. Le gros des bataillons, c'est l'Antiquité. Antiquité romaine, évidemment, sauf un petit peu de grec dans la région de Marseille. Mais ça, c'est rarissime. Mais les gros bataillons, c'est l'Antiquité, presque un tiers. Après, se partagent en quantité quasi égale la protohistoire, âge du bronze, âge du fer, et le Moyen-Âge et l'époque moderne. Au Moyen-Âge, bon Moyen-Âge, époque moderne. Là-dedans, j'ai également mis ici tout ce qui est archéologie contemporaine et archéologie récente, l'archéologie de la Grande Guerre, par exemple, des choses comme ça qu'on commence à développer, c'est là-dedans, dans ce paquet-là aussi. Et enfin, le néolithique, moins de 10%, et la préhistoire ancienne, c'est-à-dire mésolithique et paléolithique, environ 7%. Cette partie-là, préhistoire ancienne, qui est celle que je connais le moins mal, se réduit au fur et à mesure des années parce que l'aménagement en France change. La préhistoire, ça s'est beaucoup développé sur les grands travaux, où on pouvait descendre profond, on avait des grands moyens pour travailler. Là, il y a moins de grands travaux, donc cette part de préhistoire descend un peu. Je veux dire par là que quand on construit des pavillons dans une zone de lotissement, on ne descend pas à 15 mètres de profondeur, quoi. Et les sites, c'est là dessous qui sont. En revanche, on chope le romain s'il y en a, le médiéval et tout bazar. C'est comme ça que ça se configure plus ou moins pour le moment. Alors, le pognon, si je puis me permettre l'expression. Le budget de l'archéologie préventive française, c'est environ, bon an mal an, 220 millions d'euros par an. Là-dedans, les diagnostics, c'est environ 60 millions. Diagnostic et recherche, donc ça, c'est la fameuse redevance archéologie préventive. Diagnostic, recherche, environ 60 millions d'euros. Les fouilles, environ 160 millions d'euros. Donc la part qui revient au secteur public, au financement public, en fait, c'est ça. Vu que ça, c'est des financements privés. Quand je dis privé, c'est soit des aménageurs privés, soit des aménageurs publics, mais qui passent des marchés. Donc, c'est considéré comme étant un financement privé au regard de la loi française. Total, 220 millions d'euros par an. C'est-à-dire 3,30 € par habitant en France. C'est-à-dire que dalle. C'est 3 croissants. 3 croissants, c'est ce que coûte l'archéologie préventive française par an, par habitant. Et ce sont ces ridicules 3 croissants. Et je suis certain que certains d'entre vous ont déjà mangé leur part d'archéologie préventive française ce jour, voire cette semaine, qui font des psychodrames à l'infini en France au niveau des parlementaires et des élus. 3 croissants, c'est que dalle. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est-à-dire, c'est quoi cette histoire avec un grand H, de l'archéologie préventive française? Alors l'archéologie en France, c'est une vraie passion et c'est un vrai psychodrame. Un petit coup.
Il faut savoir que l'archéologie française, enfin l'archéologie faite par des Français plus précisément, pendant très longtemps, a été une archéologie qui s'est tournée vers l'étranger. L'archéologie du territoire national n'était pas vraiment à l'ordre du jour, n'était pas vraiment à la mode. Il faut attendre la Troisième République pour s'intéresser aux Gaulois, mais uniquement sur un sujet, pas leur mode de vie, uniquement sur leur capacité de résistance aux Romains. Et c'est la glorification d'Alésia, de Vercingétorix, etc., etc., etc. C'est d'ailleurs le seul cas dans l'histoire de France où on glorifie des vaincus. C'est très intéressant. Mais ils ont résisté, et après ils se sont amalgamés aux Romains pour créer ce gallo-romain, qui eux ont résisté aux hordes germaniques. Et entre la guerre de 1870 et celle de 1914, c'était très à la mode, ce type de fonctionnement. Donc, l'égyptomanie, les écoles françaises à l'étranger, depuis Napoléon et même avant Napoléon, qui a un bouquin extrêmement intéressant sur l'égyptomanie avant Napoléon, parce que dès le XVIIIe siècle, dans les années 1750, il y a des Français qui vont en Égypte pour voir cette archéologie-là. Ça a beaucoup noyauté le cerveau archéologique français et même la population. Parce que jusqu'il y a quelques années, quand on parlait d'archéologie en France, c'était « Ah, tu travailles en Égypte, tiens, reprends une passe de crabe, tiens, c'était ça, quoi. » Et dire qu'on travaillait sur des pauvres cailloux trouvés entre Amiens et Saint-Quentin, bon, c'était moins glamour tout de suite. Mais c'est comme ça. Le Louvre. Pourquoi le Louvre? Je suis certain que vous avez déjà remarqué que dans tous les grands pays européens, et même dans le monde, il y a des musées d'archéologie nationale. Et que ce musée d'archéologie nationale, il est toujours dans la capitale du pays, mais pas en France. En France, le musée d'archéologie nationale, il est à Saint-Germain-en-Laye. Il n'est pas à Paris. Le grand musée d'archéologie à Paris, c'est un musée d'une archéologie des autres, et pas du territoire français. Très intéressant. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a Cluny. Oui, enfin, Cluny, ce n'est pas le Louvre et ce n'est pas Saint-Germain-en-Laye. Le musée qui s'appelle Musée d'archéologie nationale, il est à 30 km de Paris. Intéressant dans le syndrome sur la conception de l'archéologie. Il y a quand même quelques intérêts nationaux. Le Mont Beuvray, on en a parlé, Bibrac, etc. Et l'invention du paléolithique, les recherches sur le paléolithique au 19e. Mais ce n'était pas pour faire une archéologie nationale, ça c'était dans le mouvement du positivisme et dans le mouvement darwiniste qui a eu cette invention du paléolithique. Tout ça mature gentiment jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale où les scandales archéologiques sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure de la reconstruction de la France après la guerre et surtout du développement économique. Alors il y a eu quelques scandales célèbres, vous trouverez ça sur le web ou sur le site de l'INRAP, il y a des films là-dessus. Il y a deux scandales qui sont particulièrement célèbres en France sur ce sujet-là. Le premier, c'est le cimetière de la Madeleine à Orléans, où plus de 14 000 tombes ont été détruites d'un grand coup de pelleteuse au début des années 80. Et le deuxième, c'est à Marseille, sur le Vieux-Port, où la réhabilitation du Vieux-Port a détruit, plus encore que les Allemands ne l'ont fait en 1944, a détruit une bonne partie du centre historique de Marseille, sans qu'il y ait de fouilles, sans qu'il y ait rien du tout. Et ces scandales ont abouti à la création, par le ministère de la Culture, un peu contraint et forcé, parce que Malraux avait eu des comment dire, c'était un peu piqué d'archéologie, mais plutôt à l'Indiana Jones, c'est-à-dire en volant des choses, plutôt qu'en essayant de les étudier, mais ça c'est encore notre problème, on ne touche pas aux icônes. Et le ministère de la Culture a quand même été contraint et forcé, en 1973, de créer un truc, l'AFAN, qui était en fait l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, donc une ASBL, comme on dirait en Belgique, pilotée par le ministère de la Culture, un truc très très spécial, et qui a fini par donner l'INRAP. L'AFAN, c'est l'ancêtre de l'INRAP. Voilà, voilà. Mais tout ça, c'était hors d'un contexte législatif. Et donc, ça fonctionnait par raquette. Parce que la seule loi qui existait, c'est une loi de 1941, une loi de Vichy, qui interdisait la destruction de sites archéologiques connus. Et donc, les services de l'État raquettaient, entre guillemets, les aménageurs en disant « Là, il y a un site archéologique, c'est sûr et certain. D'ailleurs, on va faire un trou, vous allez voir. Pof, on tombait sur un site. Hop, 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 destruction interdite, il faut payer. Pour que les gens de la FAN puissent travailler, etc. etc. » Donc, c'est comme ça que ça s'est goupillé, tout ça. Et ça s'est goupillé, par la suite, à partir de là, pardon, ça s'est goupillé dans une conception patrimoniale de l'archéologie préventive. Et ça, c'est important. Parce qu'on ne disait pas aux aménageurs, il faut fouiller ça parce que c'est scientifiquement important. Mais on disait aux aménageurs, il faut fouiller ça parce que c'est un élément du patrimoine national. Et le patrimoine, ce n'est pas forcément l'intérêt scientifique. Ce n'est pas la même chose. Et cette conception patrimoniale a été reprise par la Convention de Malte, qui a ajouté
une partie scientifique. Mais le fil conducteur, malgré tout, de l'archéologie préventive, ça reste une conception patrimoniale. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est ce qui a permis à l'archéologie préventive française d'avoir cette assise vis-à-vis des aménageurs et d'avoir cette loi qui nous permet de travailler maintenant, l'aspect patrimonial. Parce que l'aspect scientifique, l'aménageur pourra vous dire, c'est de la science, on n'y connaît rien, mais on peut passer à côté, quoi. L'aspect patrimonial, ça touche au cœur des gens, et là on peut jouer le public contre l'aménageur. Il est en train de détruire un site archéologique. Il est en train d'empêcher de connaître l'histoire des Gaulois. Oh, on s'en fout. Vous voyez, la différence, elle est là, quoi. Donc, dans cette conception française, l'archéologie préventive dépend du ministère de la Culture, essentiellement. C'est-à-dire que les services de l'État qui contrôlent l'archéologie préventive, ce sont des gens du ministère de la Culture. Et non pas des gens du ministère de la Recherche. Et là, il y a un des premiers risques de l'archéologie préventive, qui n'est pas propre à la France, hein, c'est qu'un jour, il y ait une barrière entre les deux, qui s'instaure petit à petit, et qui cantonnerait l'archéologie préventive à des aspects strictement patrimoniaux, et donc à devenir des espèces de techniciens de l'archéologie, et non pas des chercheurs en archéologie, ce qui n'est pas la même chose. Cette conception patrimoniale, en revanche, elle a un intérêt politique, parce que c'est très difficile pour un élu de dire « je m'en fous, je détruis des éléments du patrimoine national ». Ça fait pas bien, ça fait tâche. Surtout en période électorale et surtout avec les moyens que la presse a maintenant pour révéler tout ça. Et ça a obligé les archéologues à, eux, faire beaucoup de communication autour des travaux et de la valorisation culturelle. Ce qui n'est pas plus mal au demeurant, ça c'est le retour vers les citoyens. Vous voyez, tout ça est lié, quoi. Pour convaincre les citoyens d'être avec les archéologues contre les aménageurs et les élus, ben, il a fallu que les citoyens se sentent intéressés par ça. Donc, obligation pour les archéologues de faire de la communication. Parce que dans l'archéologie, il y a la recherche et le patrimonial, cultural heritage. Ça, c'est très, très, très à la mode chez nos collègues anglo-saxons. Tout ceci, cultural heritage. Mais est-ce que la conception patrimoniale est de l'archéologie au sens où nous l'entendons? À mes yeux, non. Alors là, je fais de la provoque, parce que quand je dis ça à Leiden, ouais, ça gueule. Mais vous verrez ça avec Monique la semaine prochaine. À mon sens, pas exactement. La recherche, c'est étudier l'histoire de l'humanité au travers des productions matérielles. Ça c'est l'archéologie. Le cultural heritage, peu importe comment on l'appelle, c'est protéger le patrimoine et le transmettre aux générations futures. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors nous, notre intérêt à archéologue du préventif, c'est de faire les deux. Mais il faut quand même être conscient que ça et ça, c'est pas pareil. Contrairement à ce que nous vendent nos collègues anglo-saxons qui ne travaillent plus que sur ça. Vu que ça, c'est beaucoup plus porteur pour trouver des financements que ça. Bon, je ne vais pas faire des tonnes là-dessus, mais c'est une conception, enfin c'est la mienne en tout cas, je ne vous demande pas de la partager, je vous demande juste de m'écouter, mais je crois que c'est important d'avoir bien ces différences-là en tête, quoi. L'archéologie française, l'archéologie préventive en France, ça c'est un art martial. Enfin, ça a longtemps été un art martial. Ça a tendance un peu à se calmer, mais ça a vraiment été un sport de combat. Pourquoi? L'archéologie préventive française, elle s'est construite par les archéologues et les citoyens contre les politiques. Très rares ont été les politiques qui voulaient réglementer l'archéologie préventive. La plupart se satisfaisaient d'un statu quo où on détruisait globalement en essayant de mettre une bâche autour et on ne voyait pas de trop. Parce que la plupart des élus au Parlement, qu'ils soient sénateurs ou députés, donc le législateur, sont également élus territoriaux. Donc, quand on est aménageur en tant qu'élu territorial, qu'on est confronté à un problème archéologique, on n'a pas forcément envie de le défendre comme loi au Parlement. Il faut voir ça aussi. L'archéologie préventive française, depuis 1976, 42 rapports parlementaires. 7 pour la sécurité sociale sur la même date, alors que les montants des financements sont très différents. Quand je vous dis que l'archéologie est un psychodrame français, 42 rapports parlementaires. Plus de 1 rapport par an. C'est de la folie totale, pour des machins de 200 millions d'euros. 200 millions d'euros. L'ENA, ça coûte 54 millions d'euros par an. Et c'est à peine 4 fois le budget de l'ENA, et on arrive à faire
un rapport, 2 par an sur ce sujet. C'est comme ça. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est le combat des archéologues. Là, je vais faire un peu d'historique qui me fait plaisir aussi, parce que j'en ai fait quelques-uns, et comme ça. Ça a commencé très tôt, ce combat des archéologues, parce que vous savez que la France est un pays où il y a un climat social, une lutte sociale forte, que j'ai moins connue en Belgique quand j'y habitais encore. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais parfois ça peut être un peu chaud. Et les archéologues se sont toujours très mobilisés sur le sujet. Et quand je dis très mobilisés, la dernière grève qu'il y a eu, sur 3000 archéologues, il y en avait 2400 dans les rues. C'est un taux de mobilisation qui est exceptionnel. Là, ça c'est la première grève importante, mais vraiment importante, c'est un certain Juppé, Alain Juppé, qui était Premier ministre à l'époque, et qui, en début 97, autorise un promoteur immobilier à détruire 100 mètres des remparts de la ville de Rodez, sans inspection archéologique préalable, sans rien. Bon. Les remparts étaient classés, en plus, mais il autorise en tant que Premier ministre. Pof, ça met le feu aux poudres. Première énorme grève des archéologues, manifestation, ça a duré longtemps, en voilà une par exemple. C'est à Paris, mais je ne sais plus où. Place des Victoires, je crois, mais je ne suis plus sûr. Enfin, peu importe. Première grève archéologique française, forte, hein. Il y en a eu beaucoup avant, mais celle-là, ça a vraiment été costaud. Et c'est la boulette à Juppé qui a, par contre-coup, amené la création de l'INRAP. Il a fallu 4 ans au législateur, il a fallu un changement de majorité, mais c'est fort de ce type d'exemple que les archéologues ont démontré aux parlementaires qu'on ne pouvait pas jouer avec les éléments du patrimoine comme ça. Une fois de plus, les éléments du patrimoine comme ça. Les remparts de Rodez, ils sont très bien connus. Ce n'est pas vraiment un intérêt scientifique qu'il y avait derrière, c'était un intérêt patrimonial. Première grande grève des archéologues. Une deuxième grève, oui, on est allé très loin parfois, c'est l'Opéra Garnier, vous connaissez, le temple de l'opéra parisien, et un certain nombre d'archéologues qui symbolisent par cette action le fait que l'archéologie se voit dépouillée de ses crédits et que donc autant aller fouiller à poil, ça ira plus vite. Une deuxième grève, enfin une autre grève encore en 2003, lors de la discussion sur la loi sur la privatisation d'une partie de l'archéologie, etc., etc., etc. Toujours à Paris, des archéologues se jettent symboliquement à l'eau depuis un pont pour protester sur le fait qu'une fois de plus, il y avait encore une législation qui changeait sur l'archéologie. Celle-là, ça a réussi, celle-là, ça a foiré, enfin, ça a capoté, celle-là, ça a réussi. C'est-à-dire que le gouvernement a fait marche arrière par rapport à son projet de loi sur une autre encore ouverture de l'archéologie. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'il y a toujours eu, de la part des archéologues eux-mêmes, mais que ce soit l'INRAP, le CNRS et l'université, les 3 acteurs étaient vraiment... D'ailleurs, là, je ne vous dirai pas lequel, mais là, il y a un prof de fac assez connu, dont je ne vous dirai pas le nom. Il y a quand même eu une espèce de combat des archéologues eux-mêmes pour défendre l'archéologie. Je crois qu'il y a assez peu d'exemples de ce type-là en Europe, où les archéologues se sont mobilisés à ce point pour ces actions-là, quoi. Tout ça pour en arriver à la situation actuelle. Donc j'ai presque fini, je vous rassure. Qu'est-ce qui se passe maintenant en archéologie préventive française ? Qu'est-ce qu'il y a comme point positif? Qu'est-ce qu'il y a comme point négatif? Parce que forcément, il y a toujours les deux. On va commencer par le positif, parce que c'est quand même plus marrant. Un énorme accroissement des opérations archéologiques. Les diagnostics, ça reste stable. On est sur 15% d'augmentation entre 2004 et 2014. Donc j'ai pris une période de 10 ans pour quand même avoir un peu de recul, quand même. Leur diagnostic, que 15% d'augmentation, c'est quand même pas mal, mais ce n'est pas ça qui fait. En revanche, on constate, pardon, c'est pas celui-là, voilà, un doublement du nombre de fouilles. Un doublement du nombre de fouilles. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que, comme il y a plus d'archéologues, les services de l'État se censurent moins sur les fouilles. Ils prescrivent plus facilement des fouilles. La deuxième raison, c'est qu'on fait mieux les diagnostics. On a progressé, d'un point de vue technique. On arrive à mieux caractériser les sites, à mieux mettre en avant leur intérêt. Et donc, on fait plus de fouilles derrière. Ça signifie aussi que, d'un point de vue politique, une des raisons de l'ouverture à la concurrence des fouilles archéologiques était de diminuer le coût, mais le coût global de l'archéologie. Parce que le législateur pensait que le marché il serait le même. Et en fait, non. Ça n'a pas été suivi par les services de l'État et par les archéologues.
Et plutôt que de plafonner le coût de l'archéologie en global, il y a eu autre chose qui est une dérive maintenant, qui est plafonner le coût de chaque fouille. Donc le budget global de l'archéologie préventive n'a pas augmenté à hauteur, n'a pas doublé. Il a augmenté, mais il n'a pas exactement doublé. Chaque fouille coûte moins cher. Mais au global, il y a plus d'archéologie préventive qu'il y a 10 ans. Donc sur cet aspect-là, la loi n'a pas fonctionné dans l'esprit du législateur. Mais elle a fonctionné dans l'esprit de l'archéologie. Mais elle n'a pas fonctionné dans l'esprit du salarié. Parce que ça, c'est encore autre chose. On va y arriver. L'augmentation du financement. Là, pour le coup, c'est le budget de l'INRAP. Là, je ne parle que de l'INRAP. Les autres budgets sont extrêmement complexes à mesurer. Il y a des opérateurs, des boîtes privées qui refusent de donner leurs chiffres et qui préfèrent payer les amendes que de donner leurs comptes. Parce que la loi prévoit que toutes les sociétés privées françaises, une fois par an, doivent déposer leurs comptes dans les chambres de commerce, etc. Et il y a certaines sociétés commerciales d'archéologie françaises qui ne veulent pas publier leurs comptes, pour des raisons qui leur sont propres, je n'ai pas à commenter, et qui préfèrent payer les amendes que de publier les comptes. C'est leur problème. Quoi qu'il en soit, pour l'INRAP, on est passé de globalement 60 millions à 168 millions sur 10 ans. Enfin, un peu plus de 10 ans. Ce qui est quand même assez considérable, quoi. Assez considérable. On fait maintenant des choses qu'on ne faisait pas avant grâce à cette augmentation de budget. Pour les archéologues, c'est très intéressant également. Quand je suis arrivé tchopoulet, enfin tout jeune, comme on dit chez moi, sur le marché de l'emploi, quelque part dans ces années-là, un peu après, les postes en archéologie, là c'est la France, les postes en archéologie, c'était pas gigantesque, quoi. Globalement, on était 300 personnes. Maintenant, on est 3000. Donc de 85 à 2015, sur 30 ans, le nombre d'emplois en archéologie a été multiplié par 10. Par 10. Ça, c'est des choses aussi qu'on dit aux politiques. Vous voyez, attendez, vous dites que l'archéologie, mais ça fait de l'emploi, l'archéologie. Et ça, c'est l'emploi direct. Après, c'est tous les sous-traitants, les gens qui font les engins mécaniques, qui conduisent les engins, etc., etc. Donc globalement, l'archéologie, ça draine entre 5 et 7 000 emplois par an, si on additionne tous les sous-traitants. Ce qui n'est pas complètement minime, si j'ose dire. Il y a eu aussi, en tout cas pour l'INRAP, un sujet important, et là je parle aux salariés, je parle des salariés, c'est la déprécarisation. Donc l'INRAP a beaucoup fonctionné pendant des années avec, on va dire, 70% de personnel fixe et 30% de personnel temporaire. Des contrats à durée déterminée, CDD, comme on dit en France. Et il y a quelques années, on s'est lancé sur un plan de déprécarisation, en se disant, il faut garder un tout petit peu de contrats temporaires, mais il faut stabiliser les équipes, il faut stabiliser les gens. Et là, ce plan, il s'est achevé l'année dernière. Les dernières embauches, là, c'est le 1er avril. Enfin, les prises de poste, plutôt, les concours ont été passés, parce que ce sont des concours publics à l'INRAP, on est public. Et sur 2200 personnes, il n'y a plus que 56 personnes à contrat à durée déterminée. Tous les autres sont des contrats fixes, quoi. Des contrats à durée indéterminée jusqu'à la retraite. Ce plan de déprécarisation est important. Parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, et je ne suis pas le seul à le penser, je pense qu'on ne peut pas construire une carrière scientifique en sautant comme une puce d'un contrat de 3 mois à un contrat de 2 mois. On va construire une carrière technique. On va être très performant au niveau technique. Mais on n'arrivera pas à se construire scientifiquement. Et je reviens sur mon sujet de tout à l'heure, on ne peut pas séparer l'archéologie préventive du monde de la recherche. Une solution facile a été de dire, c'est pas grave, vous faites les fouilles, et le CNRS et la fac, ils feront les études. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il n'y a rien de plus emmerdant que de travailler sur la fouille d'un autre où on n'a pas mis les pieds. Ce n'est pas de la prestation, une fouille, c'est une étude, c'est du jus de cerveau. Ce n'est pas une prestation technique. Et pour le type qui fait la fouille, et dont il sait, lui, qui fera une première étude sommaire, mais qui n'ira pas faire la publication, qui n'ira pas dans les colloques montrer ses résultats, etc., ça ne motive pas à faire la fouille. Ça ne l'intéresse pas. Donc, le danger, c'est une précarité en archéologie aboutira, à mes yeux, je pense, à une capacité technique très bien construite, très bien faite, mais à une faible capacité scientifique. Et à terme, rien ne séparerait plus l'archéologie préventive de la prestation de service. On risquerait de quitter le champ de la recherche. Et si on quitte le champ de la recherche, autant tirer le trait, et on n'en parle plus. Parce que je pense sincèrement qu'on ne peut vivre en archéologie préventive que si on fait de la recherche.
Sinon, on met des cailloux dans des caisses, et on met des caisses dans des dépôts, et dans 50 ans, il y a un type qui va passer dans le dépôt qui va dire « Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Foutez-moi ça dehors, il n'y a plus de place ici. » Et ça risque d'être ça. Et l'archéologie, à mes yeux, mais je suis peut-être vieux réac, l'archéologie, à mes yeux, c'est pas mettre des outils, enfin, c'est pas mettre des cailloux dans des caisses. L'archéologie, c'est étudier les cailloux pour comprendre comment le type qui a fait ces cailloux vivait, pourquoi il faisait comme ça et pas comme ça, etc. Ce n'est pas de la gestion de mobilier, ce n'est pas du stockage. Ça s'appelle des magasiniers. C'est tout différent. Bon, j'arrête là-dessus. Un accroissement important du nombre d'opérations et donc des données scientifiques. Sur la période de 10 ans, 2004-2014, rien qu'à l'INRAP, on a fait 2899 fouilles. 2899 fouilles. Et environ 20 000 diagnostics. Vous vous rendez compte, presque 3000 fouilles, le nombre de données scientifiques qu'il y a derrière tout ça. Là aussi, ça pose un problème. C'est comment on gère ces données scientifiques par la suite. Parce que là, c'est une vraie prise de tête aussi. La diffusion de l'information qui va derrière tout ça. 2800, 3000 fouilles, ça fait beaucoup d'informations derrière. Informations à caractère scientifique, les articles, les ouvrages divers et variés, mais aussi informations à caractère plutôt visuel, parce que l'archéologie la restitution de l'archéologie, c'est de l'image. Dans 100 ans, les conneries que j'ai pu écrire sur le paléolithique moyen, je pense et j'espère que tout le monde s'en foutra. En revanche, les images que j'ai publiées, je crois qu'on les regardera encore, parce que ça reste. Quand je lis des bouquins de Victor Comon, qui est mort en 1918, son texte ne m'intéresse pas. En revanche, ces images m'intéressent énormément. Et je travaille sur ces images, moins sur son texte. C'est le jeu de la science qui fait ça. Donc, on a créé une iconothèque et un système qui s'appelle Dolia, où on met en ligne tous ces rapports de fouilles. Si vous tapez sur le site de l'INRAP, vous cliquez sur soit iconothèque, soit Dolia. Sur Dolia, vous avez, je crois qu'il y a 1000 rapports de fouilles en ligne, bruts comme ça. Et vous, étudiants, si vous travaillez sur tel ou tel sujet, je ne sais pas, la céramique médiévale du nord de la France, il y a peut-être 30 ou 40 rapports de fouilles dans lesquels il y a de la céramique médiévale. À vous d'aller chercher l'info et de vous démerder pour la sortir, quoi. C'est une bibliothèque virtuelle de rapports de fouilles, qui ne sont édités papier qu'à 10 exemplaires, hein, mais ils sont en ligne. L'iconothèque, c'est la même chose, mais avec des images, c'est des photos. Et il y a 50 000 60 000 photos sur cette iconothèque, de fouilles, d'objets, etc., etc. Ça, c'est ouvert, c'est gratuit, c'est un service public. Il suffit de s'inscrire. Voilà, je m'appelle machin, etc., etc. Et vous allez chercher ce qu'il vous faut, dans le respect de la déontologie et de l'éthique. Vous allez consulter le rapport de fouille de M. Dupont, bah, ça se cite, quoi. Mais ça, c'est comme ça. Un autre intérêt de l'archéologie préventive, et c'est sans doute le plus intéressant, c'est la découverte de pans entiers de notre histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il y a des choses que l'archéologie programmée ne peut pas faire. Le Haut Moyen-Âge, par exemple, est une découverte globalement de l'archéologie préventive. Ça a commencé à Brébières dans les années 70, à côté de Douai. Avant l'archéologie préventive, le Haut Moyen-Âge, c'était les textes. On se tapait Guinard et tous ces gens-là, et on reconstituait le Haut Moyen-Âge par rapport à ça. Mais les textes, c'est l'histoire des puissants, ce n'est pas l'histoire des gens du quotidien, évidemment. C'est l'archéologie préventive qui a révélé le Haut Moyen-Âge. C'est pareil pour l'époque gauloise, et surtout sur l'Athènes finale. La connaissance de l'Athènes finale, c'était les textes de César et de quelques autres. On hésitait entre César, Poséidonios, etc., etc. Maintenant, on sait ce que c'est la vie des Gaulois, grâce à toutes ces fouilles d'archéologie préventive. Tout ça, ça remet en cause un certain nombre de dogmes par rapport à toutes ces histoires-là. Et aussi, l'archéologie préventive, ça permet d'aller sur des sites où on ne pouvait pas aller avant. Je prends deux exemples. Le premier, c'est les sites paléolithiques de plein air. La préhistoire ancienne, jusque dans les années 80, c'était quasi exclusivement des grottes. Des grottes. Les archéologues du préventif, dont un très vieil ami et collègue liégeois, Jean-Luc Locht, qui travaille dans le nord de la France et qui est un spécialiste de la préhistoire ancienne pour le nord de la France, et quelques autres, moi-même et quelques autres, on est arrivé à quitter l'univers des grottes, out of the caves, pour investir le plein air. Et pas investir le plein air comme le font nos collègues des fouilles programmées sur 5 ou 10 mètres carrés par campagne de fouilles, sur des fouilles paléolithiques de 5 à 6 000 mètres carrés. Là, on a des sites complets. La seule fois où ça s'était fait, c'est aux Pays-Bas,
à Maastricht, Belvédère, il y a pas mal de temps maintenant. C'est Will Rebrooks qui a fait ça, un mec de Leiden. Et Alain Tuffreau, qui est mon prof de thèse, sur le TGV Nord en France, sur le site de Riancourt-les-Bapaumes. Et à partir de là, on a généralisé ces méthodes d'investigation sur des sites de plein air, paléolithiques de plein air. Et pareil pour les grandes fouilles urbaines. Les grandes fouilles urbaines ne sont pas faisables en contexte autre que préventif, parce que ça coûte évidemment beaucoup trop cher. Donc ne fût-ce que pour ça, surface importante, oui, pardon, j'en ai déjà parlé, beaucoup de sites fouillés intégralement, donc là on peut comprendre le fonctionnement d'une ferme gauloise par exemple, et sur des grandes superficies. Alors quelques images quand même, oui on peut faire l'archéologie des territoires, quelques images quand même pour vous illustrer tout ça. Ça c'est l'iconothèque de l'INRAP, hein. Donc vous allez sur le site INRAP, vous tombez en cliquant iconothèque là-dessus, et vous recherchez avec des tas de mots-clés les documents qui vous intéressent, par exemple BIFAS, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Le système d'OLIA, qui lui est basé sur l'architecture des systèmes de recherche du CNRS avec les mêmes mots-clés. Comme ça, les systèmes se parlent et ils sont compatibles, et vous permet ce système d'avoir un certain nombre de rapports de fouilles. Il n'y a que les rapports de fouilles là-dedans, mais il y en a environ 1000. Avec un système de mots-clés, vous pouvez rentrer soit par région, soit par localisation, soit par période chronologique, soit par objet, etc., etc. Un certain nombre de publications, je passe rapidement sur tout ça, soit à caractère général, à caractère régional, des bouquins pour les enfants. Ça fait partie de la stratégie pour toucher le public. Comme ça, c'est pour les scientifiques, ça, c'est pour le public. Public éclairé, certes, mais ça fait partie de la stratégie pour toucher le public. Pareil pour les enfants. L'enfant de maintenant étant le décideur de demain, autant le sensibiliser très vite à l'archéologie. Pour les enseignants, ça c'est des documents qui sont livrés aux enseignants au niveau collège, donc c'est pour les 11-15 ans, pour guider les enseignants dans la découverte de l'archéologie, etc., etc., etc. Pour les tout petits, donc ça c'est pour les 6-12 ans, ça c'est pour la tranche encore en dessous. C'est des petits jeux sur l'archéologie, etc., etc., etc. Là-dedans, il y a peut-être un gamin qui va jouer avec ça, et dans 35 ans, il est énarque. Il va se rappeler, ouais, l'archéologie, c'était sympa. Hop, et voilà. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Hein. Des productions audiovisuelles. Ça, c'est l'archéologue et le bulldozer, c'est l'histoire de l'archéologie préventive en France par rapport à tous ces scandales archéologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tout ça, c'est visible sur le site de l'INRAP. Hein. Ceux que ça intéresse d'aller piocher là-dedans, vous pouvez voir les films sur le site et tout le bazar. Les experts de l'archéologie, ça, c'est fait avec Arte. Donc ça passe sur Arte, ces petits films-là. Et c'est chaque fois un type d'expert archéologue, l'archéologue de terrain, mais aussi le carpologue, l'anthropologue, etc., qui explique en animation son métier, quoi. C'est marrant, sympa. Le site internet avec tous les supports multimédia et tout le bazar. Bon, je vais passer là-dessus. Je vous invite à aller piocher sur le site, vous verrez vous-même. Ici, pour vous illustrer l'intérêt de ces grandes surfaces. Là, on est dans le nord de la France, on n'est pas loin de Cambrai, pour ceux qui voient où ça se trouve. On est sur une plateforme logistique qui fait ça. C'est un village qui s'appelle Marquion. On est sur une plateforme logistique qui fait cette surface-là, donc c'est plusieurs dizaines d'hectares. Il reste la ferme, là au milieu. Et vous avez là, toutes ces tranchées, ce sont les diagnostics archéologiques, avec parfois un petit élargissement pour essayer de mieux caractériser le site qu'on a découvert. Ça, ce n'est pas les fouilles, c'est que les diagnostics. Ça permet de caractériser le site pour proposer la fouille après au service de l'État, quoi. Une autre, là c'est fait avec un drone, évidemment, une photo aérienne d'un site gallo-romain, premier, deuxième, à Famars, c'est à côté de Valenciennes, ceux qui se trouvent à Valenciennes. J'ai pris que des photos du nord de la France pour ne pas vous soyez trop dépaysés. Donc ça, c'est un site qui a été fouillé intégralement sur plusieurs hectares. On va commencer l'année prochaine la partie là. Bon, je suis en dehors du cadre, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est du gallo-romain premier, deuxième, c'est un site extrêmement intéressant. Et ce qui est vraiment intéressant, surtout, c'est que quand on aura fouillé la partie là, on aura fouillé le site dans son intégralité. Parce qu'on a fait des diagnostics là-bas. Bon, là, vous voyez qu'il y a des pistes, c'est là qu'on stocke les terres. On a fait des diagnostics là-bas. Ici, il y a un petit bout de site qui a été en partie détruit par la route qui est là. On a fouillé ce petit bout-là aussi. On sait que le site s'étend là-bas et on en connaît la fin, on en connaît l'extrémité. Donc l'année prochaine, quand on fera la campagne ici, qui va durer 3 ans, il ne faut pas se leurrer, ben là, on aura fouillé le site complet, quoi.
Et ça, c'est intéressant d'avoir un petit vicus, ce n'est pas un gros vicus, mais avoir fouillé intégralement un petit vicus, pour mes collègues antiquisants, ben, il paraît que c'est très intéressant. Je n'en doute pas une seconde, évidemment, mais je pense que tu me confirmeras que ça peut être intéressant de fouiller un vicus dans son entier. Le fait de pouvoir fouiller sur de très grandes surfaces comme ça, là on est à Arras, c'est juste à côté d'Arras, en fait, un bled qui s'appelle Saint-Laurent-Blangy. On a fouillé sur 220 hectares, cette surface-là, et on a trouvé un certain nombre de sites archéologiques. Et là, vous avez une tentative, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, de reconstitution de l'état de cette plaine de Saint-Laurent-Blangy entre les années 40 et les années 20 avant. On est dans l'Augustéen, là on a un camp romain, ici, et des espèces de dépendances de ce camp romain qui viennent se substituer à cette ferme indigène, cette ferme gauloise, qui n'est plus en activité lors de cette phase archéologique-ci, mais qui s'interrompt juste avant. Là, bon, je ne suis pas proto-historien, donc si je commets quelques erreurs, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous avez ici également ce gigantesque enclos, qui est interprété comme le lieu de pâturage des animaux dépendants du camp romain. Et ici, c'est le camp qui permettait aux civils accompagnant les légions romaines d'habiter, etc., etc. Ici, nous sommes juste à côté d'Arras, en plein territoire atrébat. Cette ferme indigène, cette ferme gauloise, elle est très particulière. À l'entrée de la ferme, il y a 4 poteaux dans lesquels il y a chaque fois un crâne. Un crâne troué avec un clou. Le crâne était planté dans le poteau. C'est rempli, enfin il y en a au moins une centaine de monnaie de Combe-l'Atrébat. Ce fameux Combe-l'Atrébat dont César parle, dont César dit qu'il s'est allié à lui, puis qu'il l'a trahi, qu'il s'est réfugié en Grande-Bretagne, où il a refondé la tribu des Atrébates, etc., etc., etc. Et l'interprétation qui en est faite, avec des pincettes, est que là, tout ce complexe est en fait un emplacement important, peut-être l'emplacement de la maison, si j'ose dire, de Combe-l'Atrébat, ce qui expliquerait pourquoi, alors qu'on n'est pas tout près d'un axe majeur pour les Romains, la voie romaine passe beaucoup plus loin, ce qui expliquerait pourquoi les Romains s'implantent à cet endroit et pas à un autre, pour marquer le pouvoir de Rome par rapport à l'ancien pouvoir des Atrébates et de Combe, leur prince. Bon, là, je me suis un peu écarté de l'archéologie préventive, enfin c'est du préventif, mais je me suis un petit peu écarté. Mais c'est pour dire à quel point on peut, grâce à ces fouilles sur des grandes surfaces, faire une vraie archéologie du territoire. Et ça, c'est intéressant. Un autre type de reconstitution, ça permet aussi, ces grandes fouilles, de voir comment fonctionnaient ces établissements ruraux, ces établissements agricoles ruraux. Pour le paléolithique, rassurez-vous, votre supplice est presque terminé. Pour le paléolithique, ça permet de faire des fouilles sur des très grandes profondeurs. Là, on est dans un bled picard qui s'appelle Étricourt-Manancourt. Ça se trouve entre Péronne et Albert, pour ceux qui voient plus ou moins où c'est. Quand vous descendez sur Paris par l'autoroute, ben c'est à 100 mètres de l'autoroute, en gros. Et à cet endroit, on a pu fouiller sur 11 mètres de profondeur des sites paléolithiques. Là, il y a 6 niveaux paléolithiques, 3 niveaux paléolithiques moyens, et on arrive ici en bas, au niveau le plus bas, moins 420 000, très beau niveau, très important, parce que là, on est sur des plateaux, et ça refoue, ça met complètement en pièces l'hypothèse d'Alain Tuffreau, mon prof de thèse, comme quoi les Acheuléens s'implantaient uniquement dans les vallées. Vallée de la Somme, vallée de la Seine, etc., etc. Parce que là, on est en plein sur un plateau, et on est à 50 km de la vallée de la Somme, quoi. Très intéressant. Mais Alain Tuffreau bossait, entre guillemets, à l'ancienne, et il bossait par rapport aux résultats des gravières et des carrières qui, elles, sont dans les vallées. C'est ce qu'on appelle, avec mon ami Jean-Luc, le moustérien des tranchées. Parce que le paléolithique, on le trouve dans les tranchées qu'on fait. C'est un effet méthodologique intéressant. Et aussi un autre site paléolithique, mais plus récent, celui-là, moins 32 000, à Avrincourt, c'est près de Cambrai, où on est sur une très grande surface de fouilles. Là, on a fouillé 4000 m² de paléolithique supérieur, ce qui est exceptionnel. Donc vous voyez que tout ça est extrêmement important et extrêmement intéressant, et que l'archéologie préventive amène tout un apport de données. Alors, tout va bien, tout est merveilleux. Les aménageurs sont avec nous, les politiques nous aiment, il faut se battre, mais globalement, ça roule bien. Donc, fabuleux. Ben non, crise financière 2008.
Ça vient mettre une baffe à l'archéologie préventive en Europe, partout, partout. Ça, c'est les crédits, on en est là. Il n'y a pas qu'en France, hein, je pense que c'est partout pareil. Ça, c'est la réaction des archéologues. C'est notre Gaulois, il est toujours sur une espèce de pavois comme ça, à chaque manif il est là. Mais ce qui est intéressant, c'est le bouquin qui est derrière. Ce bouquin, je pense qu'il est encore disponible sur le web. Si vous étiez intéressé, j'en ai des versions EPUB ou PDF, pour ceux que ça intéresse, je peux vous l'envoyer, ce n'est pas un problème. Ça donne un panorama, bon, en 2009-2010, mais ça donne un panorama de la situation de l'archéologie européenne suite au premier choc de la crise. Et c'est assez intéressant à lire. Ça, je peux vous l'envoyer, si vous ne le trouvez pas sur le web, ce n'est pas un souci, ça ne pèse pas très très lourd. Quels sont les effets négatifs de cette crise, d'abord financière et puis économique, c'est surtout cela qui nous touche, sur l'archéologie préventive. Alors, un petit panorama européen avant d'arriver à la France. Chute des opérations, c'est clair et net, beaucoup moins d'opérations archéologiques. Oui, je suis désolé, c'est en anglais parce que je n'ai pas eu le temps de changer ma dia, j'ai été faire courir. Voilà. Une grosse concurrence entre les opérateurs privés en archéologie préventive. Et cette concurrence-là, elle ne se fait pas par rapport à l'intérêt scientifique des sites, elle se fait par rapport au coût. Globalement, c'est celui qui coûtera le moins cher qui emportera le marché. Et dans une fouille archéologique, la variable d'ajustement, c'est les bonhommes. C'est horrible, mais c'est comme ça. Les jobs se précarisent, la compétition se fait pour des raisons salariales et pas pour des raisons scientifiques. On perd des jobs. Les salaires baissent. Ça va aller, vous ne laissez pas tomber, ça va aller. J'espère pas vous désespérer, mais c'est comme ça que ça parle. C'est comme ça, c'est la réalité, il ne faut pas se la cacher, quoi. Et il y a une perte des connaissances. Parce qu'un archéologue de 40 ans, qui a fait de l'archéologie pendant 15 ans, qui a été formé à la fac, et qui à 40 ans doit se reconvertir sur un autre métier, c'est une perte de connaissances pour l'archéologie et c'est une perte d'argent pour le pays. Parce qu'on a formé un gars pendant 15 ans pour qu'il devienne un préfacteur ou autre chose. Et ça, c'est un scandale économique à long terme. Parce que tout ce qui est perte de la qualité intellectuelle est un scandale économique, pour moi. C'est mon côté gauchiste, vous y ferez. Mais ça, c'est extrêmement intéressant. Mes collègues anglais, Hutchinson le premier, il dit « Mais non, tu te trompes, c'est pas grave. C'est les meilleurs qui survivent. » Donc c'est bon pour l'archéologie, parce qu'on écrème les moins performants. Bon, c'est une façon de voir les choses, ce n'est pas la mienne. Voilà quelques pays, j'en ai pris que deux, hein, je ne vais pas aller très très loin. Ça, c'est ce qui se passe en Irlande, enfin c'est ce qui s'est passé en Irlande. À la crise de 2008, ça c'est le nombre d'opérations archéologiques. Ils sont revenus à un niveau de 1997. Ça, c'est les opérations archéologiques, hein, le nombre de fouilles. Ça, c'est des jobs en Grande-Bretagne. Le nombre de jobs en archéologie depuis 2007 jusqu'à 2011. Et maintenant, ça stagne. Il n'y a pas de reprise vraiment chez eux. Donc là, il y a quand même près de 1000 personnes qui ont perdu leur job. Je ne vous ai pas amené d'autres exemples. Si vous lisez le bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous verrez, en Espagne, c'est 80% des jobs en archéologie qui ont été perdus. 80% des jobs en archéologie qui ont été perdus. Bon. On va revenir à la France. Qu'est-ce qui s'est passé en France? En France, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'activité elle est restée plus ou moins stable. Il n'y a pas eu cette dégringolade du nombre d'opérations archéologiques. Il y a eu des reculs sociaux. Précarité en hausse, salaire en baisse. Une grosse société commerciale d'archéologie française vient de décider que tous ces archéologues seraient dorénavant payés au SMIC, c'est-à-dire 1 243 € net par mois. C'est comme ça. Une forte mobilité géographique et une forte mobilité professionnelle. C'est-à-dire que les archéologues sont obligés de faire du kilomètre pour trouver un job. On peut très bien avoir 2 mois de contrat à Dunkerque et puis choper 1 mois de contrat à Perpignan, etc., etc., etc. Le service public en France a, et ce n'est pas qu'en archéologie, hein, le poids du service public est un amortisseur social en revanche. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens dans le service public de l'archéologie française qu'eux, ils ne sont pas, évidemment, concernés par la mobilité géographique, le recul social, la précarité, etc. C'est même l'inverse. Et donc, comme dans d'autres secteurs économiques, ce poids dont beaucoup se plaignent du service public français est un amortisseur social par rapport à tous ces coûts-là, quoi. Mais, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus,
comment faire une carrière scientifique en archéologie quand on saute d'un job à Dunkerque 2 mois et à Perpignan 1 mois. Ça, c'est un vrai problème. Et pour former les archéologues de demain, si on veut qu'ils soient autre chose que des techniciens, si on veut qu'ils soient autre chose que des bonnes mains, mais aussi des bonnes têtes, eh ben, il faut qu'on trouve un système qui permette de stabiliser tous ces gens-là, quoi. Et de les stabiliser autour d'un projet de recherche, même si de temps en temps, soit on change de projet de recherche, soit on en fait d'autres. Ça, c'est la vie des chercheurs. Mais il faut un projet de recherche. Voilà un peu comment ça se passe. J'ai pris mes copains italiens. Vous suivez les travaux d'une nana qui s'appelle Germondi, Maria Pia Germondi. Elle travaille pas mal là-dessus. Elle est à Bologne, elle. Et grâce à elle, j'ai pu faire quelques petites comparaisons. Ici, en France ou en Italie, ça, c'est en rouge, c'est la moyenne du salaire d'un bac plus 5. C'est-à-dire master, quoi. 5 ans après le bac en France. Et en gris, c'est la moyenne du salaire d'un archéologue. Junior, c'est moins de 5 ans d'expérience. Vous voyez que la concurrence salariale, je parle du secteur privé, pas du secteur public. La concurrence salariale dans le secteur privé, que ce soit en France ou en Italie, est tellement féroce que le seul moyen de trouver un job, c'est d'avoir des prétentions salariales extrêmement basses. Extrêmement basses. Quand je dis ça à des gens qui ne connaissent pas l'archéologie, pour la plupart des gens avec qui j'en parle, c'est soit Indiana Jones, soit Hercule Poirot, on foufouille avec un pinceau, on dégage vaguement une momie, on essaie de s'enfuir pour ne pas se faire bouffer. Mais la vraie réalité de l'archéologie française, dans le secteur commercial, c'est ça. Et c'est pareil en Italie. C'est même pire en Italie, vu que le ministère italien de la Culture va supprimer les surintendances archéologiques. Donc tout le secteur État. Je reviens sur la France. Tout à l'heure, je vous ai dit, on est passé de 21 à 15 boîtes privées, 21 à 15 boîtes privées, sociétés commerciales. Faillite. Là, j'ai pris un exemple d'une faillite. Sur le site de Tremblay, c'est en Île-de-France, il y a une boîte, Archéoloire, elle s'appelait à l'époque, qui a fait faillite, qui a licencié ses 22 archéologues, sec, évidemment, c'est une faillite, mais qui a également laissé 24 rapports de fouilles non terminés et la fouille de Tremblay en cours, interrompue au milieu. Le tribunal du commerce a interrompu l'activité pour raison économique, paf, au milieu de la fouille, terminée, tout le monde est parti à l'NPE. Donc la fouille au milieu du bazar. Et 24 rapports de fouille non finis. Alors l'INRAP a terminé la fouille en question, ça c'est le syndrome, le phénomène voiture-balai de l'INRAP, hein. On n'a pas le choix, il faut la terminer. Mais comment on fait pour terminer 24 rapports de fouille qu'on n'a pas fait soi-même? Moi, je ne suis pas capable d'écrire le rapport d'une fouille que je n'ai pas faite, ou au moins que je n'ai pas visitée plusieurs fois, sur la base simplement des données, des photos, des papiers. Extrêmement compliqué. Ça, c'est de la perte scientifique totale. C'est perdu, c'est fini. Il y a de la casse sociale. Ça, c'est très récent, hein, ça date d'il y a 15 jours. 13 février, même pas, vous voyez, up to date. Des archéologues attaquent un ancien employeur au tribunal de prud'homme pour licenciement abusif. En fait, ces gens ont été virés pour raisons économiques, mais ils attaquent au prud'homme en espérant toucher des indemnités supérieures à celles de leur licenciement. C'est le monde économique actuel et l'archéologie n'y échappe pas. Alors, demain, les questions. Quelle stratégie de recherche on met en œuvre pour pallier à ces changements fondamentaux de l'archéologie préventive? On fait moins de grands travaux qu'avant, on fait plus de petites surfaces. Ça change radicalement notre vision des choses. Comment on fait pour se mettre en œuvre? Comment on gère scientifiquement cette masse énorme de données? Parce qu'il y a une masse de données qui est gigantesque. Rien que dans ma base à Amiens, j'ai 400 mètres cubes de matériel archéologique, de mobilier archéologique. 400 mètres cubes, vous voyez ce que c'est. Comment on gère tout ça? La documentation aussi qui va avec, hein, les photos, les minutes de terrain, etc., etc. Comment on stabilise le financement? Pour le moment, c'est plus ou moins stabilisé, il y a encore des marges de progrès. Et comment on gère la fin de la croissance continue de l'archéologie préventive en termes humains, et comment on gère son éventuelle décroissance. Le système public français joue amortisseur social, mais on a vu que dans les autres pays, la décroissance elle a été forte, et ça ne reprend pas. Donc ça va arriver en France. D'ici 1 an, peut-être 2. On va sentir cette chose, cette décroissance. L'amortisseur social, à un certain moment, il arrête de jouer. Donc comment on peut gérer cette stabilité ou peut-être même cette décroissance? Alors, bon, il y a évidemment des débats à l'infini sur tout ça. Moi, j'ai quelques pistes. On pourrait multiplier les passerelles entre les institutions publiques. C'est le plus facile. INRAP, CNRS, FAC, les muséums,
le musée de l'homme, etc., etc. Ça pourrait être imaginé. Les collectivités territoriales également, pour celles qui voudraient encore recruter. Réguler la maîtrise d'œuvre. Ça, c'est extrêmement important. Il y a des débats actuels au Parlement, il y a une loi qui est en cours de préparation, encore une, pour savoir si on enlève ou non à l'aménageur la maîtrise d'œuvre de l'archéologie. C'est extrêmement important, extrêmement important. C'est-à-dire que lui, il serait obligé de présenter tous les projets archéologiques qu'il a reçus pour faire la fouille, et c'est l'État qui choisirait ce projet-là ou ce projet-là donnant les meilleures garanties scientifiques. Étatiser le mobilier archéologique. Très curieusement, dans le cas d'une fouille d'archéologie préventive, 50% du mobilier appartient au propriétaire du terrain, 50% au découvreur. C'est complètement aberrant, mais c'est comme ça. C'est un des rares pays européens où le mobilier archéologique n'appartient pas à l'État directement. Là, il y a quelque chose à faire sur le sujet. C'est en cours de discussion. Confier la gestion des collections et l'archivage de données à l'INRAP comme opérateur national. C'est une idée qui est en train d'être creusée également. L'INRAP, son avantage, c'est qu'il y a un maillage territorial et des bases partout. Et l'INRAP pourrait s'occuper de cette gestion du mobilier archéologique qui était jusqu'à présent dévolue aux collectivités territoriales, curieusement, mais qui n'ont plus l'argent pour le faire. Et donc on se retrouve avec des milliers de caisses de matériel archéologique étudiées, mais dont on ne sait pas où les mettre. Stabiliser la législation. Il est vraiment temps que, d'une manière ou d'une autre, le législateur arrête de changer la loi sur l'archéologie tous les ans. Parce que plus personne ne s'y retrouve à certains moments. On a des versions du Code du patrimoine qui s'enquillent les unes derrière les autres, et même les juristes commencent à se dire « Oula, mais ça a dû changer par le décret machin, la circulaire bazar ». C'est devenu un bordel innommable. Budgétiser la redevance archéologie préventive, c'est-à-dire que chaque opérateur disposerait d'un budget annuel voté par le Parlement. C'est une discussion qui est en cours. À titre personnel, je ne suis pas favorable. C'est le meilleur moyen pour le législateur d'étrangler la bête. Il suffit de voter un budget en baisse tous les ans. Tandis qu'une taxe, elle dépend de l'aménagement, c'est mieux au niveau de la régulation économique. Et je crois qu'il faut également réfléchir sérieusement à améliorer le contrôle scientifique continu. Il n'y a pas assez d'argent de l'État pour faire ce contrôle scientifique de manière correcte. Et poursuivre les actions de diffusion culturelle pour continuer à sensibiliser la population. Alors, tous les ans, il y a un sondage qui est fait en France sur l'intérêt de l'archéologie. Et on est entre 80 et 90% de gens qui considèrent que l'archéologie, c'est très important pour la connaissance de la France, et c'est très important pour eux en tant qu'individus. Tant qu'on sera sur des étiages pareils, il y a un espoir pour l'archéologie, je pense. Accroître les actions de recherche. Une fois de plus, je suis persuadé que si un archéologue du préventif n'est pas aussi un chercheur, ça se limite à une activité technique qui n'a aucun intérêt scientifique, et à terme, c'est la mort de l'archéologie préventive. Je crois qu'il faut qu'on, d'une manière ou d'une autre, soit on continue à avoir des budgets recherche, je parle pour l'INRAP, à l'INRAP comme institut de recherche, parce que l'INRAP est un institut de recherche, et l'un n'exclut pas l'autre, on continue nos actions de collaboration avec l'université et le CNRS. Je crois que l'archéologie préventive, j'en suis persuadé d'ailleurs, ne peut pas se construire sans la part recherche de l'archéologie. Après, chaque pays doit trouver des solutions pour le faire, mais le lien entre les instituts de recherche, que ce soit le CNRS ou la fac en France, ou en Belgique, c'est la fac par exemple, et l'archéologie préventive, il faut le conserver absolument. Sinon, ça devient du technique, et à terme, ça disparaît. Et enfin, je crois que, en tout cas moi c'est ce que je fais, je crois que vous l'avez compris, continuer à poursuivre ce débat, parce que moi je crois qu'il est important, sur la notion de service public. C'est quoi un service public au XXIe siècle? Est-ce que c'est uniquement la justice, la police et l'armée, ou est-ce que ça peut aller plus loin par rapport à des objectifs nationaux qu'un pays peut se donner? Et je crois que ce débat-là, ce n'est pas forcément en tant qu'archéologue, mais c'est en tant que citoyen que moi, je souhaite le porter. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Et si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre.